Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire. L'Imaginoire est une émission réalisée en étroite collaboration avec des personnes touchées de près ou de loin par la déficience visuelle. Alors si c'est votre cas, contactez-nous et faisons ensemble. Par mail à l'imaginoire@lilo.org ou trouvez-nous sur YouTube, Facebook ou Instagram. L'Imaginoire s'écrit L-I-M-A-G-I-N-O-I-R, tout simplement. Aujourd'hui, on vous propose d'aller à la rencontre de Marie-Madeleine, dit Mado, qui va nous parler de son parcours de vie. On écoutera le tout nouveau morceau de Laurent. Et on ouvre l'émission avec le message de Céline. Croisée récemment sur Instagram, Céline a, entre autres, ouvert une page sur YouTube nommée « Ma vision cavalière ». Vivre avec la rétinite pigmentaire. Mais je ne vous en dis pas plus, je lui laisse le soin de vous expliquer tout ça. Bonne écoute, belle rencontre. J'ai décidé de créer cet espace pour une raison très simple, avancer. Avancer dans l'acceptation de ma maladie, avancer dans mon parcours personnel et avancer dans la manière de vivre au quotidien. Je suis atteinte d'une maladie évolutive de la vue, la rétinite pigmentaire. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à poser des mots dessus, à expliquer ce que je vivais, à partager ce que je ressentais. Alors j'ai choisi d'ouvrir cette chaîne, pour raconter, pour informer, pour me libérer aussi, et pour transformer cette épreuve en quelque chose de positif. Mon objectif ici n'est pas de me plaindre, ni d'être dramatique. Au contraire, je veux montrer qu'on peut vivre, avancer, rêver, même avec une maladie évolutive. Je veux partager mon expérience pour aider ceux qui traversent des difficultés, qu'elles soient visibles ou invisibles. Je veux offrir un endroit où l'on se sent moins seul, où l'on trouve du soutien, où l'on peut souffler un peu. Ici, vous trouverez des vidéos pour comprendre ce qu'est la rétinite pigmentaire, comment elle évolue, comment elle impacte le quotidien et comment on peut s'y adapter. Et plus largement, je parlerai du handicap en général. Parce qu'on a tous nos forces, nos fragilités, nos défis et qu'il n'y a aucune honte à ça. Ma chaîne, c'est aussi mon univers équestre. L'équitation occupe une place importante dans ma vie. C'est mon équilibre, mon énergie, mon refuge parfois, et surtout mon moteur. Alors oui, je suis cavalière malgré la maladie. Je continue à monter, à progresser, à me dépasser, même avec une vision qui change. Et je veux vous emmener avec moi dans ce parcours, dans mes séances, dans mes doutes, mes réussites et tout ce que les chevaux m'apportent. Parce que l'équitation m'aide à tenir, à rester moi-même, à ne pas renoncer. J'aimerais que cette chaîne devienne un lieu de partage où l'on se comprend sans se juger, de soutien où chacun peut se sentir moins seul, d'information pour mieux connaître cette maladie, de bienveillance parce que le monde en manque, d'inspiration pour montrer qu'on peut avancer malgré les obstacles. Merci d'être là, sincèrement. J'espère que mes vidéos pourront vous apporter quelque chose, même un tout petit peu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager votre expérience ou simplement à écouter. Ici, vous êtes les bienvenus. Vraiment. Voilà, si vous voulez vous abonner, rendez-vous sur sa page YouTube, Ma vision cavalière. Et comptez sur l'Imaginoire pour vous donner de ces nouvelles régulièrement. Allez, il est grand temps d'aller à la rencontre de Marie-Madeleine, rencontrée il y a quelques semaines grâce à la complicité d'Odile et Jean-Louis, précisément sur Avignon, dans leur lieu nommé la Maison de la Parole, ça ne s'invente pas. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, Mado, c'est à toi. Alors, je suis Marie-Madeleine Guibaudot et je suis malvoyante depuis 2002. J'ai perdu un œil sans me rendre compte. Et lors d'un contrôle, tout d'un coup, en lisant contre le mur, l'ophtalmo m'a dit « Mais qu'est-ce que vous voyez ?» Je vois rien, vous n'avez pas mis les lettres. Si. Et le deuxième œil, là, ça a été une bascule complète
avec un arrêt du travail du jour au lendemain. Et quand vous dites que vous en étiez pas rendu compte, du coup, naturellement, vous aviez compensé? Parce que l'autre œil avait compensé. Ma malvoyance est due à une myopie forte. Okay. J'ai commencé à avoir des lunettes en petite section d'école et j'ai promené mes lunettes toute ma vie avec des verres épais, compte tenu que j'ai un certain âge. Je vais avoir 4 fois 20 ans. Et automatiquement, il n'y avait pas les nouvelles technologies qu'il y a maintenant. Donc j'avais des verres épais, des culs de bouteille, ce qu'on appelait. Il n'y avait qu'une paire dans tout le magasin qui pouvait me convenir. Et au fur et à mesure de mon taux de myopie qui a augmenté, et bien automatiquement, la technologie a avancé aussi. Donc, je me suis retrouvée à porter des lentilles. Alors, les dures, les molles, les semi-rigides, je voyais que ma vue s'échappait et le moral s'échappait avec. Et mon docteur m'a dit, il y a des médecins, vous pouvez aller voir quelqu'un. Et là, je suis tombée sur un gars qui m'a dit, mais des gens comme vous, j'en opère tous les jours. Il m'a opéré et là, je me suis retrouvée sans lunettes. Magique. Mais on m'a pas dit qu'il fallait se protéger du soleil. À l'époque, on savait pas. Un tas de choses. C'était la recherche, la malvoyance et à la fois la technologie qui avançait. Mes problèmes ont été résolus, mais sont devenus dégénérescence maculaire liée à la myopie. Et alors, dans le cas de la myopie forte, puisque c'est celui que je connais le mieux, il n'y avait pas vraiment de traitement. Il y avait des traitements pour la dégénérescence maculaire quand elle était liée à l'âge. Mais moi, quand je me suis retrouvée à Marseille avec un médecin, il m'a dit, petite parenthèse, c'était le jour de mes 56 ans. Et il m'a dit, vous savez, je peux vous faire une injection. À l'époque, c'était une intraveineuse activée par laser, mais c'est pas remboursé par la sécurité sociale, parce qu'on rembourse quand c'est lié à l'âge, mais vous, pour la myopie, il n'y a rien de prévu. Et puis après, il m'a dit, bon, ça fait 1 480 €. Nous, on se bat pour avoir un remboursement. Et pour la myopie forte, il n'y a rien à faire. Alors, vous travaillez où ? J'ai un poste à l'URSSAF, de responsable du personnel. On me dit, vous avez l'air réactive, essayez de faire des courriers. Vous faites des courriers, vous arrosez tout le monde, parce que c'est pas juste. Et nous, on se bat en tant que médecin, mais on n'arrive pas à faire avancer les choses. Et là, alors, j'ai fait... à la sécurité sociale, au contrôle médical, au préfet, à tout le monde. Il m'a dit, vous me ramenez si vous avez des réponses. Cette première injection, je vous ferai une ordonnance, mais je vais vous en faire cadeau. Oh, bonne affaire. Et alors, c'est là où je lui ai dit, vous savez, aujourd'hui, j'ai 56 ans. J'ai jamais eu de cadeau aussi important, docteur. Et à Noël, j'avais récupéré presque 5 dixièmes. Magique, j'allais reprendre ma voiture, j'allais repartir travailler, j'allais pouvoir tout recommencer. Et puis, ça a été fluctuant. Je voyais clair et je me fiais au calendrier des PTT. Vous savez, c'est tout petit ce calendrier-là. Et à Noël, je revoyais le nom des saints, tout. Mais un mois après, tout ça, je repartais dans la malvoyance. Et je faisais des montagnes russes au fur et à mesure que j'avais droit à des injections. Et au bout de quelques injections et de courriers répondus, et puis ça a évolué et ça a été remboursé. Et là, j'ai dit, je suis quand même redevable à la recherche. Je ne pouvais pas retourner travailler quand même. J'ai arrêté mon boulot. Mais j'ai dit quand même, quand tu revois un peu, s'il n'y avait pas eu la recherche, tu serais toujours dans le noir et tu ne pourrais plus rien faire. Donc je me suis mis en quête un peu de ce que je pourrais faire pour être utile. Et c'est là où je suis tombée sur mon voisin, Gérard de Lestic, en lui disant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Et donc, il avait un historique beaucoup plus ancien que le mien. Il m'a dit, il y a Rétina France, qui est une association qui aide, mais en même temps, qui œuvre surtout pour faire avancer la recherche. Et on a vu avancer les choses. Mais il y a tellement à faire. Parce que moi, j'étais le moral dans les chaussettes quand même. Je voulais quand j'étais en haut, mais quand j'étais de nouveau en bas, j'avais envie
de baisser les bras. J'étais seule, je me sentais inutile, c'était très difficile moralement. Et Gérard m'a dit, mais de toute façon, on continue à vivre, mais on vit autrement. Et cette phrase, je me la suis appropriée. Cette phrase m'a aidée comme l'homme sur lequel je me suis souvent appuyée. On pouvait partager parce qu'on voyait pareil. Parce que partager avec des, entre guillemets, voyants, on a beau tout leur expliquer, ils peuvent pas se mettre à notre place. Un petit exemple, une réunion d'accessibilité où vous venez de parler que vous avez plus de permis, que vous pouvez rien faire. Vous sortez de réunion et à ce moment-là, il y a un monsieur qui était avec nous à côté, qui a passé la réunion avec nous où on a expliqué nos problèmes et qui nous dit « Vous êtes garé où ?» C'est le quotidien. On pourrait écrire un tome de tout ce qu'on entend. Eh ben, en voilà une bonne idée. Si vous voulez partager vos anecdotes dans le genre, car mieux vaut en rire, eh bien, envoyez-nous vos vocaux à l'imaginoire@lilo.org. Une anecdote, et puis une petite présentation rapide. Et on diffuse dans l'émission. Nous sommes en compagnie de Marie-Madeleine, et avant de retrouver la suite de son témoignage, eh bien, on va se faire une pause musicale avec Laurent, qui nous partage sa dernière création et qui nous explique sa genèse. Vous êtes à l'écoute de l'Imaginoire. Laurent, c'est à toi. Bonjour à tous, c'est encore Laurent et j'avais composé pour toutes les personnes auxquelles je tenais. Vous avez pu les entendre déjà, ces chansons, mais il en manquait 2 pour qui j'avais pas encore écrit, qui sont mes 2 fils. Ils sont de véritables merveilles et qui, comme je le dis dans cette chanson, donnent du sens à ma vie. Parce que maintenant qu'ils sont là, maintenant je sais. Merci à tous et bonne écoute. Celle-là, elle est pour vous, mes fils. Ça commence, bien sûr, à la naissance de l'aîné, après une si longue attente, et au bout de la souffrance, le miracle. Un petit être humain qui sort en miniature, et surtout, ton premier cri qui crie au monde, ça y est, je suis là, et le monde ne sera plus jamais pareil. Et le cri qui me crie, ça y est, tu es père. Et puis le deuxième miracle, avec le cadet, 2 ans après, toujours le même miracle, et toujours ce même cri, ça y est, je suis là et le monde ne sera plus jamais pareil. J'ai longtemps cherché ce que j'allais faire de ma vie, et puis vous êtes arrivés, et maintenant je sais. Et puis à l'enfance, avec ses émerveillements, moi qui vous apprends la vie, vous qui m'apprenez à être père. Et puis il y a les déchirements. La vie, c'est des problèmes aussi. Le couple qui se détruit. Et vous qui êtes au milieu, qui comprenez pas, parce que normalement un papa, une maman, ça s'aime et c'est tout. Ça devrait être simple comme ça. Mais là, c'est pas simple. Et il y a 2 séismes qui vont se produire. Le premier, je pars parce que la situation est devenue vraiment trop insupportable, donc je pars. Et puis il y a le deuxième séisme, 3 mois plus tard, où je viens vous récupérer pour vous emmener avec moi pour toujours. Pour toujours. J'ai longtemps cherché ce que j'allais faire de ma vie. Et puis vous êtes arrivés. Et maintenant je sais. Maintenant vous avez grandi. Vous vivez plus avec moi, bien sûr. Vous êtes partis. Vous avez fait votre nid, votre propre nid, dans une autre branche, un autre arbre même, peut-être une autre forêt.
se voit plus que Raban, en volant dans le ciel. C'est rare, c'est rapide, mais toujours aussi beau. Vous êtes des fils merveilleux, vraiment merveilleux. J'ai réalisé le plus beau projet de ma vie, qui était de vous accompagner sur le plus beau chemin possible pour la vôtre. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais. Quand vous disiez tout à l'heure que vous aviez commencé à faire des démarches auprès de la sécurité sociale pour faire bouger les choses, c'était quoi les retours? Il y a eu des retours, ils ne pouvaient rien faire, ou ils ne connaissaient pas, ou ils ne savaient pas. Mais ce que le corps médical à Marseille, les médecins qui me soignaient et d'autres médecins très attentifs à notre situation, ce qu'ils voulaient, c'était avoir des témoignages et se rendre compte de ce qu'on pouvait faire. Parce que quand on rentre dans le monde de la malvoyance, on peut perdre la vue en 2 heures, ou moi, ça a été en l'espace d'1 semaine. Je suivais la ligne blanche pour conduire, pour aller au travail. Et puis au travail, j'avais un poste de responsabilité, donc le courrier, tout ça, je donnais à taper. L'ordinateur, je pouvais plus. J'avais l'habitude pour ma petite équipe de leur préparer le café tous les matins pour les mettre en bonne forme pour travailler. À l'époque, c'était les cafetières avec un petit témoin blanc qui montrait l'eau. Je voyais plus. Et ça a été cette semaine-là où je devais revoir mon ophtalmo qui, elle, avait vu que je glissais. Et juste le week-end d'avant, là, j'avais pas pu faire un chèque. Mais j'avais rendez-vous ce jour de mes 56 ans en disant « C'est les 56 ans, je prends congé, c'est mon jour à moi. » Mais je pensais pas que j'allais finir à Marseille avec mes problèmes, quoi. Puis il y a l'administratif. Alors l'administratif, c'est tellement lourd. Nous, nous sommes la personne qui avons le problème, qui savons plus quoi faire. On a la vie qui bascule complètement, que ce soit professionnel et personnel, parce qu'il y a des couples qui vont carrément lâcher du fait qu'il y a la rentrée dans le monde du handicap. Et là, on est paumé. Et il faut se heurter à un domaine administratif où on n'y connaît rien pour la plupart du temps, où autour de nous, personne s'y connaît tellement plus, on ne sait pas à qui s'adresser. Et c'est là où derrière, quand on a accepté, ce qui est des fois guère acceptable, moi j'ai jamais fait le deuil de la lecture, les livres audio et tout, ça c'est dans l'oreille, toutes ces choses-là, c'est le quotidien, c'est votre vie qui bascule. Mais une fois qu'on a un peu encaissé le coup, il faut se rendre utile pour les autres, leur dire non, on vit autrement. Pas vrai, Gérard? Oui, et on ne souffre pas surtout. Et se dire, ça avance, il faut faire confiance. Les médecins ils recherchent aussi, puis c'est ça leur passion. Dans le monde du handicap, après, quand on rencontre des gens, des personnes qui ont les mêmes problèmes, automatiquement il y a une forme de solidarité. Et il y a des personnes qui veulent chercher l'autonomie, et puis il y en a d'autres qui vont devenir complètement assistés. Bon, il y a tout pour faire un monde, mais dans le monde du handicap, suivant notre vie, la personne handicapée va être différente. Mais je pense que, j'allais dire grâce au handicap, oui, après tout, je l'assume. Grâce au handicap, j'ai peut-être été chercher en moi certaines choses que j'aurais peut-être pas développées. Si on veut s'en sortir, on va puiser des forces qu'on n'aurait peut-être pas développées dans la vie courante. Et ça devient presque une richesse. C'est pas de la prétention, c'est un constat, et ça se vérifie pour pas mal de personnes. Et voilà, on s'approche de la fin de l'émission. Il nous reste juste assez de temps pour retrouver une dernière fois Marie-Madeleine. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire. Retour à l'entretien. On veut faire, on veut semer pour que derrière,
il y ait d'autres personnes qui fassent pareil, parce qu'il faut sensibiliser, il faut faire connaître. Plus les gens vont connaître, plus le monde du handicap va être perçu comme faisant partie du quotidien de tout le monde, quoi. Parce que tout le monde est handicapé dans la vie. Faut pas se fier aux apparences, puisque moi, si je vous avais pas dit que j'étais handicapée, vous n'en seriez pas rendu compte. Et là, moi, j'en joue. Parce que, à la limite, les personnes me disent, surtout les enfants, quand on fait des fois des sensibilisations multi-handicap, je me souviens avec une personne malentendante, quand les jeunes ou même des adultes se levaient du fauteuil roulant, venaient vers nous, avec la collègue malentendante, on disait « Ah, nous, on a tout ce qu'il faut, hein. On a nos jambes, on a nos bras, on a tout. Ah !» Et à ce moment-là, on est handicapé. Alors les gamins, il faut choquer les gens, là. Et même les parents étaient... Et, ah bon, qu'est-ce que vous avez ? On a nos mains, on a nos pieds, on a tout, on a... Oh, comment ça se fait ? Eh bien, on est sourd, on est malvoyant, ou on est non-voyant. Ah ben, ça se voit pas. Dans la vie, alors là, j'y ai joué, dans la vie, ne vous fiez jamais aux apparences. Si vous retenez du parcours qu'on va faire, qu'il ne faut pas se fier aux apparences, vous aurez déjà fait quelque chose qui vous aura servi dans la vie. Là, vous venez déjà un petit peu de nous expliquer que vous deviez faire de la sensibilisation dans le milieu scolaire. Mais est-ce que c'est ça que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites globalement ? Eh bien, actuellement, je faiblis, monsieur. Parce que je me rends compte depuis tant d'années qu'il faut tirer, qu'on répète la même chose. La médecine avance, la recherche avance, mais le monde du handicap, on rabâche beaucoup de choses des fois. Et on voit que ça avance pas. L'accessibilité, entre autres, a du mal. En ce moment, je fais une fixette. Vous savez, c'est peut-être les années qui passent qui font ça. J'en aurais pleuré. J'en ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois et j'ai toujours pas digéré quelque chose dont je me suis rendu compte, et vous avez dû vous en rendre compte. L'accessibilité pour payer les choses, pour mettre la carte bleue. Maintenant, c'est digital, c'est tactile. Eh bien, nous ne pouvons plus payer. Mais il y a une loi européenne là, qui a dit que normalement, tout devait de nouveau être accessible dans quelques années. Mais tout l'était déjà. S'il y avait quelque chose qui fonctionnait bien, c'était le petit terminal où on mettait la carte bancaire et où sur le 5, il y avait un petit point qui nous permettait à nous d'être autonomes. Et on pouvait payer comme tout le monde. C'était une autonomie formidable pour nous. Et là, maintenant, le système bancaire, sûrement par rapidité, pour point de vue technologique et économique, il y a des petits systèmes où on peut mettre soi-disant une petite grille, mais ça marche pas toujours. Et ils sont vicieux juste à faire tourner les chiffres sous les petits cadrans. Ils ont beau dire que ça doit être accessible dans je ne sais plus combien d'années, je ne me souviens plus, mais il va falloir recommencer pour que tout soit accessible pour nous, alors que ça fonctionnait bien. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on côtoie tous les jours. On explique qu'il faut, dans l'accessibilité, faire certaines choses, certaines hauteurs. Il y a des règles qui sont établies. Mais si vous expliquez pas au monsieur qui doit mettre une bande podotactile qu'il faut la mettre à 50 cm, et pourquoi la mettre à 50 cm, ben il va la mettre n'importe comment. Et puis à ce moment-là, vous risquez d'avoir un accident. C'est une modernité qui recule de 2 pas, quoi. Ouais. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Marie-Madeleine, Céline, Odile, Laurent, Gérard et Jean-Louis. Si vous voulez participer au projet de l'Imaginoire, eh bien contactez-nous et faisons ensemble. Par mail à l'imaginoire, @lilo.org, Retrouvez-nous sur Facebook, YouTube et Instagram via l'Imaginoire Radio. L'Imaginoire est une émission proposée par l'association Résonance.
et soutenu par la CAF Drôme. À bientôt pour une nouvelle émission.